on arrive au final de ces Global Awards 2016 et il nous reste notre collègue japonais, Kengo Kuma. Kengo, please excuse I do this short introduction in French. I hope the translation is coming with it. Si nous avons tout à l'heure, au début de cet après-midi, rapproché Patamaron Rakwit de Teddy Cruz ou de Karen Smarts, nous présenterons Kengo Kuma en rappelant que notre Global Award a toujours salué l'activité de certaines fortes agences qui entreprennent d'embranler la lourde et rude économie de la construction. Le Global Award a salué des interventeurs, ingénieurs, architectes, urbanistes, Philippe Samin, Hermann Kaufmann, Stefan Benisch ou aussi Kjetil Thorsen pour Snohetta. Kengo Kuma utilise rarement la rhétorique de l'éco-responsabilité qui se résume un peu trop à résoudre des problèmes, à mesurer des résultats, à attester qu'il y a un soi-disant progrès. Lui élabore une autre pensée sur l'idée de progrès et les liens de celui-ci avec la nature. Pour lui, l'histoire de l'architecture est loin d'être une marche en avant continue, une ascension rendue possible par la technologie, le soi-disant progrès. Mais si on ne peut plus croire à ces progrès, qu'est-ce qu'on fait? Kengo Kuma préconise que nous construisons plus petit. Il écrit à propos de la catastrophe du Fukushima en 2011, et je cite, « Le monde commence à se réduire pour aller du grand vers le petit. L'humanité apprend à se priver des grands systèmes, l'énergie nucléaire. Nous-mêmes sommes en train de nous transformer en nous servant utilement de nos mains et de nos ruses animales pour créer notre nid et notre énergie. » Le plus petit, donc, chez Kengo Kuma, c'est une approche à la conception en architecture par particules. On commence avec le plus petit, élément presque indivisible ou même indivisible, et par accumulation, répétition, variété, en forme, un tout qui ne peut jamais être détaché de ce petit module. Faire plus petit, c'est donc pour Kengo acquérir, par exemple, les techniques des matériaux tels que l'épisé, le chaume, le bambou, le washi, un papier, le cyprès du Japon, qui s'appelle hinoki, les tiges, les hinoki, qu'il utilise souvent, sont des particules qu'il tient dans la main et construit avec elles des bâtiments entiers. Ce sont elles qui nous donnent un rapport harmonieux avec notre environnement, la nature. Par le plus petit, nous pouvons toucher et faire nôtre le plus grand, dit lui. Le bâtiment, l'espace qui l'environne, le monde qui l'entoure. Cela relève d'un concept oublié, la dimension, le dimensionnement. Autre dimension importante comme le temps. Ces éléments sont fabriqués localement dans des petits ateliers avec peu de transport. Évidemment, il y a ensuite, pour parvenir à construire avec ces particules un énorme travail, les projets de Kengo Kuma embarquent peu d'énergie grise, très peu d'énergie grise, énormément par contre de matière grise. On est ravis de te saluer, Kengo, s'il te plaît.
Thank you very much for giving me this great chance to talk to you. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous montrer aujourd'hui des images de certains de mes projets, des photos. Je me suis demandé ce qu'il faudrait concevoir après l'industrialisation, après le XXe siècle et après l'ère de l'acier et du béton. En fait, une idée m'est venue des catastrophes. Nous avons eu le grand tremblement de terre, le grand séisme dans l'est du Japon il y a 5 ans. Et je suis allée dans cette ville, Ishinomaki, qui a été complètement dévastée. 60% de la ville a été totalement détruite. Et c'est moi-même qui ai pris cette photo. Et c'était extrêmement choquant. Cette ville m'a surpris par ces petites maisons sur la colline. Ces petites maisons sur la colline n'ont pas été endommagées du tout par le séisme et le tsunamisme. Pourquoi? Eh bien, il y a 70 ou 60 ans, il y a eu un séisme et les gens sont devenus sages. Et ils se sont rendus compte qu'au-dessus d'un certain niveau, à une certaine hauteur, ils pouvaient survivre. Mais en fait, les gens ont eu tendance à l'oublier dans notre siècle. Ils sont devenus très arrogants et ont pensé qu'un bâtiment en béton serait suffisamment fort pour résister à la mère nature. C'est la grande erreur du XXe siècle. Et cela est tout à fait lié au petit, à la petite taille. Je suis allée dans cette ville parce que j'y ai conçu un petit musée. Et en fait, il n'est pas facile à trouver parce que je souhaitais effacer le bâtiment dans son environnement. Voilà le musée que j'ai dessiné. Il est sur la rive de la rivière et les 2 tiers du bâtiment sont enterrés dans les berges. Voici un des plus longs canaux du Japon. Et le musée est un musée qui présente l'histoire du canal. Le plan est très simple. Il y a un cheminement piéton, un trottoir, et le musée fait partie de ce cheminement. En fait, le tsunami a frappé ce côté du bâtiment. Et les maisons qui étaient là, malheureusement, ont été détruites par le tsunami. Mais donc le bâtiment n'a pas été détruit. On a eu beaucoup de chance. Et un autre projet que j'ai réalisé pour cette région, c'était le musée Hiroshige, qui est un grand artiste japonais du 19e siècle. Et donc, j'ai réalisé ce musée. Les matériaux sont très importants pour moi, bien entendu, mais ce trou est très important. Ce trou. Il s'agit d'une montagne et voilà le village, voilà le centre du village. C'est une implantation typique pour une ville ou un village au Japon. Et les personnes vivaient avec la montagne. La montagne était extrêmement importante pour la population.
le matériau pour les bâtiments provenaient tous de la montagne. Et c'était important également pour l'énergie. Et il n'y avait pas d'électricité, les gens comptaient entièrement sur la montagne. Et l'engrais venait de la montagne. Et le village était toujours construit au pied de la montagne. Et il y avait toujours un autel, un lieu de prière qui est très important. Parce que si on oublie la montagne, on ne peut pas survivre. Voilà le message fort. Et au siècle dernier, ils ont abandonné la montagne, ils n'ont pas utilisé les matériaux de la montagne. Et Tokyo est devenu le lieu le plus important et ce sanctuaire a aussi été abandonné. Et un parking a été construit. On m'a demandé de construire le musée à côté du parking et on m'a demandé de construire l'entrée face au parking. J'ai dit non. J'ai dit ça, c'est la méthode américaine. Si on met l'entrée en face du parking, les gens vont encore oublier la montagne. Et à l'arrière, on a tendance à mettre les poubelles, les déchets, les zones techniques, etc. Et je voulais relier à nouveau la montagne et la ville et le musée. Et voilà quel était l'objectif du projet. Donc, je reviens à ce trou. Donc, c'est un trou qui relie la nature et le village. Et j'ai essayé d'utiliser des matériaux petit et le caractère petit est important. Et même pour les murs, vous voyez comment cela se présente et vous voyez le type de matériaux qui provenaient essentiellement de ce village. Et on utilise une superposition de matériaux très légers pour créer ces espaces. Et l'objectif de ces espaces, c'est également de relier l'être humain à la nature. Alors, il s'agit de pisé. J'utilise également l'argile ou le pisé pour la construction. Là, c'est dans un petit village, encore une fois. Utiliser le pisé pour un bâtiment est exceptionnel au Japon. En Corée et en Chine, ils l'utilisent. Mais au Japon, on a du bois et on utilise essentiellement le bois. Mais ce village est proche de la péninsule coréenne et à l'heure actuelle, il n'y a pas une bonne relation entre la Corée et le Japon. Mais il y avait autrefois des échanges et j'aime beaucoup ce type d'échange culturel et je voulais montrer ce type d'échange culturel aux Japonais. Et les gens avaient oublié cette méthode de construction en pisé et je leur ai dit, vous aviez ce système de construction très intéressant et ils ont été très surpris. Donc voilà ce musée en pisé que j'ai conçu pour le village. Et ça, c'est un des trésors nationaux. Ce Bouddha
date du XIIe siècle, mais le bâtiment n'est pas climatisé. Et c'est très rare, parce que la température d'un trésor national devrait être constante. Mais j'ai fait de la recherche et les blocs de Pisé peuvent contrôler la température et l'humidité. Donc, j'ai pu convaincre le ministère de la Culture de ne pas mettre en place un système de climatisation. Et dans cette ville-ci, il s'agit d'un centre communautaire pour ce petit village. Et vous voyez ce magnifique toit de chaume. Et la caractéristique particulière de ce bâtiment, c'est ce mur. On n'a pas utilisé de verre pour la paroi. On a essayé d'éviter le vitrage parce que nous n'avions pas de fabrique de verre avant le 19e siècle au Japon. Il n'y avait que du papier de riz qui séparait l'intérieur de l'extérieur. Et si il y avait un incendie ou quoi que ce soit, on pouvait utiliser des portes coulissantes. Mais on a eu des usines de verre qui sont apparues par la suite au Japon et on a oublié l'utilisation du papier de riz. En fait, c'est une double couche de papier de riz qui protège l'intérieur de l'extérieur et qui offre une isolation thermique et qui protège du froid ou de la chaleur. Et le bambou aussi est utilisé. Et je souhaite élargir les possibilités d'utilisation du bambou. Et j'ai utilisé le tronc du bambou pour le soutien au coulage du béton, au formage comme tige de renforcement pour le béton. J'utilise la tige du bambou. Et le bambou est une plante importante au Japon. Et on essaye d'éviter les travaux de terrassement et le bâtiment suit les contours du terrain. Et ce genre d'espace semi-intérieur ou dehors sert aussi à relier la nature et l'être humain. C'est le genre d'espace intermédiaire qui sert de salon de thé. My idea is not using as a big glue lamp, as a beam or clamps. Mon idée n'est pas d'utiliser de grandes poutres. Je souhaite utiliser des éléments les plus petits possibles. The smallness and bigness should be as a continuous. That is my idea. Le petit et le grand doivent être sur un continuum. Le bâtiment self-made, autoconstruit, est un concept très fort. Et cette idée m'est venue des jouets traditionnels. Le nom de ce jouet, c'est Chidori. Et ça veut dire 1000 oiseaux. Ça ressemble à 1000 oiseaux qui volent dans le ciel. Il s'agit d'un système de jointoiement qui est tout à fait unique. Donc, vous voyez le premier et le deuxième. Et ça permet de verrouiller le joint. Et donc, j'ai travaillé avec mes
mes étudiants. And the student made Et this pavilion in 5 days. les étudiants ont construit cette structure en 5 jours. And the next step, so we want to extend that system to the L'étape permanent suivante building. était d'étendre ce système à un bâtiment permanent. Et ça a été testé. La conclusion, c'est que des petites poutrelles de 6 cm sur 6 cm sont suffisamment fortes pour supporter un bâtiment de 10 mètres de haut. Donc voilà la construction. On a pu éviter un système de colonnes et de poutres. Ces petites poutrelles peuvent soutenir toute la structure. Vous voyez ici l'intérieur. Et cela peut servir de vitrine. Vous voyez ici le plafond. L'étape suivante consiste à créer une structure de taille plus importante, mais je souhaitais quand même de nouveau choisir les plus petits éléments possibles. Voici l'intérieur du pont. Et dans le même village, on nous a demandé de concevoir un nouveau petit hôtel pour le village. Les villageois sont très très fiers de leur salon de thé. Il y a 60 salons de thé. Et s'ils rencontrent un voyageur, ils lui servent le thé dans le salon de thé. Alors, la chaume est tout à fait symbolique de leur hospitalité. J'ai utilisé des blocs de chaume sur la façade. Et pour l'isolation, c'est un très bon matériau. Mais c'est très difficile de trouver les artisans qui travaillent le chaume à l'heure actuelle. Et ça, c'est un client tout à fait particulier pour moi. Il s'agit de Starbucks. Tenmangu est un des plus anciens temples du Japon. Voilà la route d'accès au temple. Et je souhaitais présenter cette technique des petits bâtons aux visiteurs. Ce n'est pas un système facile. La clé, c'est l'angle de 30 degrés. Alors là, ce n'est pas de la décoration, de l'architecture d'intérieur. Il s'agit de la structure qui soutient le bâtiment. Ceci, c'est un pâtissier au Japon qui est spécialisé dans les ananas. Sur le plan structurel, c'est assez compliqué. Il a fallu beaucoup de travail pour arriver à ce système. On utilise les Hell joints. C'est le joint de l'enfer, parce que si jamais on en fait tomber un élément, on ne peut plus jamais le remonter. Il ne faut jamais le démonter. Et ce n'est pas un système facile. Traditionnellement, c'est un système qui est utilisé pour du mobilier, où ce genre de jointoiement est nécessaire. Pour l'architecture, c'est compliqué, mais mes artisans ont trouvé un moyen d'appliquer ce système de joint à la structure. Et ce système, nous l'avons utilisé dans le jardin des Tuileries
Et les artisans français ont fait un travail absolument parfait. On a été très heureux de pouvoir travailler avec eux. Voici un nouveau projet. Il s'agit d'une chapelle dans la forêt. La forêt est magnifique dans cette région. C'est une forêt de bouleaux et j'ai souhaité utiliser les troncs des bouleaux pour la structure de la chapelle. Donc voilà la forêt et le toit est fait de verre et on a effacé la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. D'en haut, on peut voir la forme de la structure du bâtiment, mais d'en bas, on ne voit pas la structure. Et la mousse recouvre le sol et les bancs ont été faits d'un matériau transparent également et les gens ont pratiquement l'impression d'être dehors. Au centre de Tokyo, je souhaitais également réhabiliter des bâtiments anciens. Là, il s'agit d'un bâtiment d'un étage. Et il y avait dans toute cette région uniquement, dans toute cette zone uniquement des bâtiments d'un étage autrefois. Mais le tissu de la ville a été modifié. On a besoin de construire des bâtiments de 40 étages de haut, mais mon idée, c'est d'empiler des maisons en bois. Donc voilà le bâtiment que nous avons réalisé. Et voilà le 5e étage. La pente suit la pente du toit. Et à chaque étage, on a le sentiment d'être debout au rez-de-chaussée. Et pour de grands bâtiments publics, on utilise le concept de doma. Doma, c'est la maison typique d'un fermier. Doma signifie sol en terre battue. Et les gens aiment ce genre de matériaux, la chaleur, l'humidité. Et la cuisine est située ici. Et la plus grande partie de la vie se déroule dans ce genre de doma. Donc j'ai appliqué ce concept pour l'hôtel de ville. Donc, il y a un sol en terre battue et des écrans, des panneaux de bois. Il s'agit donc de l'hôtel de ville, mais les gens aiment y passer du temps. Et les gens viennent à la mairie, à l'hôtel de ville, pour y faire leurs devoirs. Et ça sert de lieu de rencontre. Enfin, les gens s'y retrouvent. On a combiné différentes technologies. Voilà une table de ping-pong. Les enfants aiment venir y jouer au ping-pong. Et des groupes de danseurs utilisent également cet espace. Les plus difficiles sont les politiques qui n'aiment pas notre idée. Nous avons essayé de créer une transparence, mais ils ont dit que les politiciens devraient être en haut du bâtiment et pouvoir regarder la population vers le bas. Et finalement, on a obtenu de pouvoir organiser des concerts dans ce hall d'assemblée.
Et donc, le papier de riz est utilisé et les agriculteurs fabriquent encore de la soie qui est absolument magnifique et on l'a utilisé aussi. Et même en France, dans des concepts différents, on a essayé d'adapter cette méthode et respecter la nature. Ici, il s'agit d'un projet à Besançon. Voilà le site. Il s'agissait d'un quartier abandonné en face de la rivière, mais les gens ne souhaitaient pas se rendre vraiment dans cette zone. Mon idée a été de relier la nature et la population en coupant le bâtiment, comme pour le musée Hiroshige. Donc, on a réalisé cette conception-là. Il s'agit de bouleau. Le matériau, c'est du bois de bouleau. Et on invite la population à se rapprocher de la nature. Vous voyez l'effet de la lumière. La porosité de la façade donne cet effet. Et on a construit le nouveau stade olympique. En 1964, il y a eu les premiers Jeux olympiques à Tokyo. Et un gymnase magnifique a été construit, que vous connaissez peut-être. C'est le symbole de la période du béton. Il y a un voile de béton courbé, etc. Lorsque j'avais 10 ans, mon père m'a amené à ce gymnase de Tanguay et j'ai été choquée. J'ai trouvé que c'était un bâtiment fantastique. Et c'est le jour où j'ai décidé de devenir architecte. Et après cela, Tenzo Kange était vraiment mon idole. Et je pense que maintenant, le matériau approprié, c'est le bois, pas le béton. Et des petites baguettes de bois pour la façade et pour la structure, pas une structure lourde. Et l'idée m'est venue de ce temple. Il s'agit du plus ancien bâtiment du monde construit au 7e siècle. Mais le bâtiment n'a pas brûlé. Le bâtiment existe toujours et c'est fantastique. Le bois est protégé. La chose importante, c'est si une unité est endommagée, on peut la remplacer facilement, alors que pour le béton, c'est compliqué. Et le bâtiment a survécu depuis le 7e siècle. Voilà les sanctuaires à proximité du stade. Et vous voyez ici l'intérieur du stade. On a fait une simulation de l'effet du vent. Et vous voyez ce passage. Et autrefois, il y a quelques siècles, ce ruisseau avait été enterré et on a essayé de recréer ce ruisseau. Alors, en Chine, vous connaissez les Wangshu qui m'ont invité à un musée pour leur université. Moi, j'ai souhaité utiliser les tuiles céramiques. Il s'agit d'un matériau très beau. Il s'agit d'un musée de taille moyenne, mais je voulais le diviser en petites pièces.
On dirait en fait un village, mais il s'agit d'un musée d'un étage de haut. Et donc voilà un détail. Ce sont les tuiles en céramique qui contrôlent le passage de la lumière et du vent. Alors, on revient en France. Voilà la station Saint-Denis. Le volume n'est pas petit, mais on souhaite diviser un gros volume en petites choses, en quelque chose de plus petite échelle. Et nous avons utilisé le bois pour la station. Et le musée Albert Kahn, ou les jardins Albert Kahn, c'est un jardin japonais magnifique. Et la construction a commencé il y a 3 mois. Et on a combiné du bois pour la construction de ce projet. Un autre projet à Chamonix, cette fois-ci. Nous avons conçu de petits bureaux pour une société italienne. Les essences locales sont utilisées. Elles relient bien sûr le bâtiment à son lieu d'implantation. La couleur du bois, la nature du bois est importante, bien entendu, pour s'inscrire dans ce paysage. Enfin, dernier projet, il s'agit d'un projet très expérimental. Un projet pour un style de vie durable. Je commence toujours par la toute petite unité, par la cellule de base. Là, il s'agit en fait de réservoirs d'eau. Ça, c'est pour l'exposition au MoMA. C'est un réservoir que nous avons conçu, un réservoir de base. Un réservoir qui sert de réservoir pour de l'eau qui est utilisé comme élément de base. Voilà donc la présentation de cette exposition au MoMA. Ensuite, nous avons conçu une petite maison expérimentale, justement par l'utilisation de cette petite brique de base. Ça, c'est pour un système qui soit autonome en énergie. L'infrastructure ne nécessite pas ce genre de structure. Nous avons ici un collecteur de chaleur. Nous avons l'eau qui est chauffée, qui vient alimenter le bâtiment. Et il faut savoir que cela circule dans ces différents conteneurs ou dans ces réservoirs au plancher et aux cloisons. Et il faut savoir qu'à chaque fois, par le passé, tout cela était séparé et c'était des structures différentes. Or, moi, je pense qu'il faut militer en faveur de l'intégration des différentes structures. Là, il y a des étudiants qui ont travaillé sur cette structure, qui utilisent cette méthode expérimentale. Donc, vous voyez là l'unité de base, le connecteur de base, qui est en fait un réservoir où circule cette eau. Vous voyez maintenant que la structure est recouverte. Vous voyez l'intérieur de la structure. Vous voyez ici le lit. C'est un tout petit lit, je vous l'accorde. Là, c'est le coin de cuisine. Encore une fois, un tout petit coin de cuisine. Mais l'idée, c'est qu'il y a une brique de base qui peut constituer un tout. C'est un petit peu comme le système du corps humain. C'est une cellule, un système monocellulaire qui pourrait créer pratiquement n'importe quoi. À partir d'une cellule, on peut faire n'importe quel organe. Le tout à partir d'une seule cellule. Et là, c'est la même idée. Et on arrive à quoi? Au corps. Et ça, le corps, c'est le bâtiment que nous sommes appelés à construire. Ensuite, étape suivante. Et il y a toujours un projet qui mène à l'autre, qui est riche d'enseignements pour un autre. Ça, c'est le salon de thé de Beijing. Et vous avez donc cette structure qui est encore une fois un réservoir d'eau et qui sert de base, de brique de base à ce salon de thé. Ça n'est pas un montage, c'est vraiment la photo de l'existant. Et vous voyez que c'est juste en face de la cité interdite que ce salon de thé a été construit avec donc ces différents modules qui sont des réservoirs d'eau. Voilà à quoi ressemble la façade de ce salon de thé.
Les autorités locales nous ont demandé quand même de mettre un toit sur cette structure. Mais bon, tant pis. Après tout, il s'agit d'une zone historique. Et le gouvernement chinois, on ne rigole pas avec le gouvernement chinois, on n'a pas eu vraiment le choix. Donc voilà à quoi ressemble le bâtiment. Et là, on avait une vue sur la cité interdite, sur le palais interdit. Ensuite, autre projet expérimental aussi, encore une fois, on commence tout petit. Casa de Tutto, c'est le nom d'une exposition qui a été organisée à l'occasion de la Triennale de Milan en Italie en 2008. C'est Casa Ombrella, voilà le nom du projet. Casa, ça veut dire justement parapluie en japonais. Et donc, on parle ici de maison parapluie. Alors, vous allez voir à quoi ressemble ce projet de maison parapluie. C'est une sorte d'abri pour réfugiés. Si on peut porter un parapluie, on peut créer un refuge pour les amis qui ne sont pas protégés de la pluie, par exemple. C'est bien l'idée de base. Et donc, c'est à partir de là qu'on a construit ce projet. La casa, c'est quelque chose de tout à fait unique en son genre. On peut trouver facilement des amis. Il y a 15 amis qui ont décidé de construire cette maison parapluie ensemble. Donc, on a un système de fermeture éclair, de fermeture à glissaire, ça c'est l'intérieur. Donc, on prend le cadre du parapluie, qui en général est n'est pas très résistant, mais il y a la membrane qui est utilisée à des fins de tension. On utilise donc cette membrane sur l'ossature fragile du parapluie. Et donc, il y a possibilité d'utiliser les armatures et de coudre entre eux les différents parapluies. Et mes étudiants ont donc passé la nuit à construire cette structure. Ils ont même fait une soirée et ils sont restés toute la nuit dans cette maison parapluie. Il y avait donc 15 parapluies. Ça suffisait d'ailleurs pour abriter 15 personnes et pour même leur permettre de passer la nuit dans ce lieu. Alors, on utilise également donc différents tissus. Chise, c'est le type d'habitat d'une ethnie, l'ethnie Ainu, qui habite dans l'île d'Hokkaido au nord. Ils sont très proches de la nature, mais il faut savoir que cette ethnie a pratiquement disparu d'Hokkaido. Et j'aime beaucoup cette maison Ainu. Et vous voyez ce qui est utilisé comme matériaux de construction. Ce sont des matériaux qui sont utilisés à des fins d'isolation thermique. Voilà donc ma maison en tissu. Vous voyez la structure. Bon, il y a une structure en bois, certes, mais qui est recouverte de mètres de tissu. Et il y a suffisamment d'espace pour que l'air circule entre différentes couches de tissu. Et les gens peuvent vraiment vivre dans cette maison grâce à l'isolation. Maintenant, quelque chose de nouveau est ajouté au projet, c'est l'énergie, le stockage d'énergie. Donc, on utilise un système de stockage d'énergie, donc géothermie, puis vous voyez à quoi ressemble une chambre à l'intérieur de cette maison en tissu. Donc, il faisait moins 30 degrés dehors, je peux vous le dire, et moi, je ressentais une certaine chaleur à l'intérieur de cette maison. Et c'est le tissu qui suffisait pour isoler effectivement le lieu sans qu'il y ait de chauffage ajouté. Donc, on a créé le bon environnement pour ces peuplades qui vivent donc dans le froid. Alors, ce type de tissu est également utilisé pour la maison transportable, comme on l'appelle, la maison transportable qui est une sorte de temple itinérant. Donc, dans ce cas-là, nous utilisons le TFE et nous utilisons également des baguettes en bois et également des aimants très puissants. Donc, il faut savoir qu'on peut utiliser ce tissu TFE en 3 couches pour pouvoir créer la rigidité nécessaire. Et c'est ainsi qu'on peut fabriquer donc ces maisons portables. Il faut savoir qu'à lui seul, une seule couche de tissu ne suffirait pas à soutenir tout le bâtiment. Il faut aussi utiliser les baguettes de bois et utiliser ce système d'aimant. Donc, je l'ai dit, ce sont des petits projets, des projets à petite échelle. Et j'ai commencé ce projet justement après le séisme. Et c'est un produit japonais. C'est un produit sur lequel nous avons travaillé.
Alors, il y a des designers mondiaux qui ont été invités pour s'associer à nos travaux. Et il y a les frères Brolek en France, Ronan et Erwan, qui ont fait ces kokeshi. Qu'est-ce que c'est des kokeshi? Vous les voyez ici à l'écran. C'est quelque chose de très connu chez nous. C'est quelque chose qui vient de la tradition du Nord. Ce sont des poupées en bois. C'est une poupée artisanale en bois. Et on pense que la plus belle attitude des Japonais, c'est effectivement la révérence, le fait de courber les chines et de pencher la tête. Et justement, les kokeshi font la révérence à la japonaise, précisément, grâce à ces travaux de designers français. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer quelle était la possibilité offerte par les petits éléments, par les petites unités, par les petites cellules qui peuvent changer la façon dont on travaille en architecture. C'était là le propos de ma présentation. Je vous remercie de votre attention.